Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Santé Carrefour. Au nom de toute l'équipe de Carrefour, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. Le thème de cette nouvelle édition de votre magazine sera consacré à ce qu'on appelle communément le mal du siècle. Environ 8 personnes sur 10 en ont souffert, en souffrent et en souffriront probablement un jour. C'est le mal de dos. Ces douleurs rachidiennes, souvent tenaces et récidivantes, représentent une cause majeure d'invalidité. Comment en venir à bout? Les recettes sont nombreuses dans ce domaine. Et la tentation est grande de suivre le bouche à oreille, surtout lorsqu'on a très mal. À ce propos, on entend souvent les gens dire « Ah oui, je connais une dame ou un monsieur dans tel ou tel autre quartier de la ville. En quelques mouvements, il a fait disparaître mes douleurs. » Attention, attention, la prudence s'impose car certaines manipulations peuvent être dangereuses et un avis médical est parfois indispensable. En effet, les causes responsables du mal de dos sont multiples. Nous allons ensemble donc, au cours de cette émission, essayer de les chercher. Parmi celles-ci, effectivement, il y a la hernie discale. Pour mieux comprendre la hernie discale, ses symptômes et ses conséquences, nous allons demander au professeur Bileko de nous faire un peu d'anatomie tout à l'heure. Deuxième cause plausible. Vous soulevez un objet plus lourd que les autres et en plein effort, d'un seul coup, une décharge électrique vous paralyse la jambe. La douleur part de la fesse, la cuisse, le mollet pour atteindre ensuite le pied. Pas de doute, c'est une sciatique. C'est donc notre dossier du jour et notre invité sur ce plateau est le professeur Richard Roger Bileko, professeur de rhumatologie, inspecteur général de la santé, qui va répondre à nos questions. Professeur, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année à vous. Bonne année 2015. Est-ce que vous pouvez nous faire l'anatomie de la colonne vertébrale? Oui, bien sûr. Je pense que c'est indispensable pour mieux comprendre la question. Alors, si vous permettez, on va utiliser la maquette qui est ici présente. Et donc, les spectateurs suivront la lumière rouge pour comprendre. Ceci est la colonne vertébrale, la tête par ici et le bassin par là. Le bassin, par exemple, là où, lorsqu'il y a un accouchement, l'enfant passe par là. Alors, tout au long de cette colonne, on dit colonne, comme vous voyez, parce que c'est des vertèbres les unes sur les autres qui sont alignées de bas en haut, de haut en bas, et qui forment donc cette colonne. Et cette colonne comprend les vertèbres que vous voyez ici, ce qui est blanc, qui paraît clair. Et entre les vertèbres, il y a une structure qui est merveilleuse, une structure qui est très sophistiquée, qu'on appelle le disque intervertébral. Cette structure, c'est celle-là qui, lorsqu'elle sort de son cadre normal, provoque ce qu'on appelle la hernie discale. Alors, je voudrais, en dehors de cette organisation telle que je vous l'ai montrée du point de vue anatomique, dire quelque chose sur son fonctionnement. La colonne vertébrale, c'est toute la partie lombaire qui a 5 vertèbres ici. C'est une partie qui assure la stabilité du corps. Si nous pouvons rester debout, c'est parce que cette colonne s'érige verticalement. Et c'était rendu possible au cours de l'évolution. Mais ça permet aussi de faire des mouvements. Parce qu'il y a quelques degrés de liberté qui permettent de se pencher, de se redresser, de se tourner. Mais le plus important, c'est l'amortissement des charges. Voyez-vous, cette structure qui est ici, qui paraît petite, lorsque nous sommes en position assise, telle que vous l'êtes, vous, je le suis, cette petite structure que j'ai d'ailleurs mise ici, dans sa version pour les spectateurs de dos, le dos étant par ici, ou alors le ventre par devant, le dos par ici. Cette petite structure, quand nous sommes en position assise, elle supporte une charge correspondant à 15 sacs de ciment. Vous vous rendez compte, en étant assis. Si nous nous penchons en avant pour se lever un bidon, une cantine, la charge peut monter et correspondre à 20 à 25 sacs de ciment qui s'appliquent dessus. C'est-à-dire que cette structure, elle est vraiment solide. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un choc, un traumatisme, un choc important, un accident, une grosse chute, mais ce n'est pas la structure qui va se casser, ce disque-là, mais c'est plutôt la vertèbre qui va se casser. Voilà, lorsqu'il y a une chute ou un traumatisme important, comme un accident de la voie publique, c'est la vertèbre qui va se casser et non pas cette structure. C'est-à-dire qu'elle est solide. Mais alors, comment est-elle constituée? À l'intérieur, il y a un noyau comme un petit beignet, et tout autour, il y a des fibres comme des cordes.
et c'est cet ensemble qui fait l'amortissement de toutes les charges, tout le poids. Vous imaginez que le mouvement de compression-rebond, comme ce que font n'importe quel amortisseur, ben, il s'en passe une dizaine en moins d'une seconde. Donc vous voyez là la capacité d'amortissement que nous avons. En plus, ce disque, c'est comme un gel, comme un beignet. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. La plus grande partie c'est de l'eau. Et lorsqu'il y a une charge, l'eau va sortir, le disque va s'affaisser un tout petit peu, mais en s'affaissant, la partie où il y a le disque devient plus concentrée. Et donc va appeler l'eau, et donc ça va se reconstituer. C'est ça, c'est ce phénomène qui fait comme une pression, un amortisseur hydraulique, qui fait qu'il y a des oscillations et qui s'amortit les chocs. Alors qu'est-ce qui se passe malheureusement? Quelquefois, comme pour tout appareil très sophistiqué, quelquefois le noyau qui est à l'intérieur va sortir avec les cordes qui sont tout autour et venir coincer le nerf qui sort juste à côté. Voilà, le nerf sort à côté, et lorsque cette hernie discale... Est-ce que le nerf, on le voit bien? Le nerf, parce que le nerf est noir et le fond... Qui apparaît noir. Voilà, mais je crois qu'on peut revenir sur le... oui. Par ici plutôt. Donc, les nerfs sortent pratiquement derrière les disques, et lorsque le disque fait hernie, c'est-à-dire qu'il fait saillie, il sort, et bien il va coincer le nerf qui est juste derrière. Le fait de coincer le nerf va souffrir et ça va donner un signe qu'on appelle une sciatique. Qu'est-ce que la hernie discale? La hernie discale, c'est le fait que cette structure qui est par là, dans cette image-ci, ou qui apparaît là, lorsqu'elle recule, elle va coincer le nerf. Le fait de sortir de son cadre normal, ça s'appelle hernie. Le mot hernie veut dire sortie. C'est comme les hernies ombilicales des enfants qui ont un gros nombril, ou les hernies inguinales de certains sujets qu'on opère au niveau de l'aine, ou hernie hiatale pour l'œsophage et l'estomac. Hernie, ça veut dire sortie. Donc là, c'est hernie du disque, la sortie du disque, et ce disque va reculer en arrière ou latéralement, en médian ou en latéral, et va venir donc coincer le nerf qui passe juste à côté. Quelles sont les causes réelles il faut donc distinguer deux choses. La cause et sa conséquence. La conséquence, c'est celle-là qui est appelée sciatique, parce que le nerf va être coincé. Lorsque le nerf va être coincé, il va se passer comme un peu de phénomène qu'on appelle d'inflammation. C'est comme s'il y avait le feu tout autour, une inflammation localisée. Les fibres qui constituent le nerf vont s'irriter et ça va déclencher la douleur. Puisque le nerf, son rôle, c'est de transmettre l'information. C'est comme le fil électrique de l'organisme, et donc vous aurez une décharge comme l'électricité. Là, c'est la sciatique. Mais la cause elle-même, c'est le fait que ce soit coincé par le disque qui est sorti, qui fait hernie. Mais d'autres maladies, en dehors de la hernie discale, peuvent provoquer une sciatique. Et chaque fois que quelqu'un viendra nous voir pour une sciatique, nous, en tant que médecins, par principe de précaution, nous allons nous assurer qu'il n'y a pas une cause autre que celle-là qui est la plus fréquente. Les autres causes sont le plus souvent un peu plus graves. C'est le cas d'une infection. Lorsque la vertèbre est infectée, le disque ici, l'infection va créer un œdème qui va venir coincer le nerf qui passe juste à côté et déclencher aussi une sciatique. De la même manière, on peut avoir un cancer de la prostate, on peut avoir un cancer du sein, ou un cancer du poumon, ou toute autre chose. Et le cancer va venir se localiser également au niveau de la vertèbre et va atteindre aussi le nerf qui va souffrir, et ça va donner une sciatique. Chez nous, en dehors de la hernie discale, où il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de cancer, il faut quand même toujours, pour n'importe quel soignant, infirmier ou médecin, se poser la question, est-ce que derrière cette sciatique, il n'y a pas autre chose que la hernie discale simple? Est-ce qu'il n'y a pas un microbe? Et le microbe le plus fréquent en cela, c'est la tuberculose, qui donnera la maladie qu'on appelle le mal de Pott, qui peut au début se révéler comme une simple sciatique qui va durer longtemps. Mais le mode d'expression sera différent, et là je pense qu'il faut que je vous parle des sciatiques, comment elles se manifestent, pour pouvoir distinguer la cause. Et elles se manifestent comment? Alors, la hernie discale, c'est une cause qui est mécanique, c'est une compression. Oui.
une compression. Voilà. Alors que dans d'autres causes, comme la tuberculose vertébrale, c'est une inflammation, une infection, comme dans le cancer, c'est une inflammation. Lorsque c'est une sciatique que nous appelons commune discale, la douleur, elle va, comme vous l'avez dit, suivre tout le trajet du nerf sciatique. Mais cette douleur va apparaître au mouvement. Au repos, vous ne sentirez pas beaucoup la douleur. Et cette douleur, lorsque c'est une compression, elle va apparaître brutalement le plus souvent et elle va être rapidement très intense. Alors que lorsque ce n'est pas une cause mécanique, c'est une infection ou un cancer, la douleur vient, s'installe progressivement, vous la sentez la journée, même au repos, et le plus souvent, elle s'aggrave la nuit ou le matin au réveil, et au fur et à mesure des jours, des semaines ou des mois, l'intensité va être de plus en plus importante. Cela va s'accompagner bien sûr d'autres signes. Dans ce cas, nous allons être tentés, nous allons devoir faire ou une radiographie, ou l'IRM, ou le scanner, et faire une prise de sang pour savoir s'il y a une infection qui est en cause ou une inflammation. Mais de mieux, je crois que ce qu'il faut retenir, et qui est plus fréquent, c'est pourquoi ça a été appelé depuis le siècle dernier maladie du siècle, c'est que le plus souvent c'est le disque qui s'est déshydraté, il est moins souple, l'amortissement ne se fait plus très bien, le noyau qui est à l'intérieur, comme le petit beignet, va reculer, va coincer le nerf, et il y a toujours une circonstance particulière, le fait qu'on a fait un faux mouvement. Ou quelquefois, on est assis au moment de se lever, ou on est en train de se laver, souvent les gens se lavent accroupis, ce qui n'est pas bon, il faut déconseiller. Vous m'achetez des petits tabourets en plastique qui coûtent à peine 1000 francs à 2000 francs ou 500 francs, selon les cas. Vous vous asseyez dessus et vous vous lavez. Sinon, vous vous redressez. Oh, je vous ai dit, quand vous penchez en avant, cette petite chose qu'on appelle le disque supporte jusqu'à 3 fois, 4 fois votre poids. Donc cette charge-là peut détériorer le disque et provoquer une hernie discale. Et vous sentirez la douleur, vous serez bloqué et vous sentirez la douleur. Donc il y a toujours souvent une circonstance déclenchante. Le fait de soulever des bidons, vous les portez d'un côté, un seul bidon, mais le poids, vous le portez d'un seul côté de ce disque et ce côté va se détériorer plus facilement. Vous pouvez. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer le plus souvent. Il faut avoir voilà. Plutôt. C'est mieux d'avoir porté, bidons. Diviser la charge en deux et la porter des deux côtés. Mais ce sont ces principes qu'on appelle l'école du dos ou l'éducation posturale, comme nous le verrons dans cette émission, ont été démontrés par les kinésithérapeutes qui participent à la prise en charge d'une sciatique par hernie discale. Alors je disais que des circonstances peuvent être encore plus simples. Vous êtes en train de marcher, on vous appelle, vous vous retournez brutalement et puis ce mouvement de rotation, de torsion, va également provoquer comme une torsion ici, déplacer ce petit noyau dur, ce petit beignet qui est à l'intérieur et qui va coincer le nerf. Et la sciatique va arriver. Alors lorsque sont ces circonstances-là, le diagnostic est simple, il est aisé. Il ne faudra pas faire perdre du temps et de l'argent aux malades. Il n'y aura pas de radiographie à faire, il n'y aura pas de bilan à faire, il n'y aura pas d'examen d'urine à faire comme le font souvent les gens. La circonstance, elle est évidente, vous êtes relevé en vous lavant, vous avez soulevé un bidon, une comptine, une brique pour ceux qui travaillent, ou bien vous avez mal manipulé votre balai en balayant. Lorsque la douleur survient dans le dos, dans la fesse, derrière la cuisse, dans le mollet, jusqu'au pied, ou même lorsqu'elle s'arrête, c'est une sciatique. On va soigner. Donc c'est dû soit à un mouvement brusque, soit à un effort de soulèvement. Ouais. Et quand c'est comme ça d'ailleurs, lorsque vous toussez, vous sentez une impulsivité, vous reproduisez la douleur. Parce que quand vous toussez, il y a une augmentation des charges qui se fait dans la colonne vertébrale et qui va bouger aussi le disque qui va à son tour coincer le nerf. Ou alors lorsque vous éternuez, si la douleur réapparaît dans le dos et dans la jambe, ou vous allez pour faire l'aisselle, quand vous poussez pour la défécation, si la douleur réapparaît, c'est presque toujours une hernie discale. Et là, tant qu'il n'y a pas de signes autres, nous recommandons de ne pas faire ni de radio, ni d'examen, de passer directement au traitement. Par contre, lorsque la maladie va durer,
lorsqu'elles reviennent le plus souvent. Parce que vous l'avez dit dans votre introduction, que c'est une maladie qui récidive souvent. Dans ce cas, il faut aller chercher à comprendre pourquoi elle récidive et s'assurer que ce n'est pas du tout autre chose. Dans ce cas, on fera des radiographies. Lorsque la douleur arrive la nuit, même sans bouger, parce que dans la sciatique due à la hernie discale, la nuit, vous pouvez quand même dormir. Mais si vous vous retournez, vous pouvez reproduire la douleur au mouvement. Mais s'il n'y a pas de douleur la nuit, on ne fait pas de radio. Par contre, dès qu'on a un doute sur le caractère de la douleur, qui ne sont un peu des douleurs que nous appelons mécaniques, alors là, nous faisons une numération formule sanguine, nous calculons la vitesse de sédimentation du sang, nous faisons un test qu'on appelle la CRP pour savoir s'il y a une inflammation qui va nous orienter vers les autres causes de sciatique qui ne sont pas la hernie discale. C'est quoi la CRP? La CRP, c'est un produit fabriqué par le foie en réaction à une agression. Et souvent, lorsque l'agression déclenche ce que nous appelons une inflammation, la réaction de défense, la première défense de l'organisme, c'est comme si, dès qu'il y a une agression quelque part, on envoie des policiers, cela va être symptomatique du fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est ce qui se passe en quelque sorte. Le foie réagit rapidement dès qu'il y a une agression, c'est une inflammation et cette molécule, ce produit, va augmenter, on va le voir en faisant une prise de sang. Et quelles sont les personnes à risque? Alors en réalité, toute personne est à risque, dans ce sens que cette maladie touche, comme vous l'avez dit, 8 personnes sur 10. Oui. Tout au long de sa vie, on fera chacun, à un moment donné ou un autre, une douleur lombaire qui peut aller vers une sciatique. Mais il y a des professions qui sont beaucoup plus exposées, c'est vrai. Ceux qui font beaucoup de manutention, les ouvriers, les agriculteurs, ceux qui restent longtemps en position assise, comme les chauffeurs de taxi, ceux-là peuvent en faire plus souvent. Donc c'est tous ceux qui sont appelés à utiliser davantage leur colonne vertébrale en position assise prolongée ou alors en faisant des mouvements le plus souvent de pencher, se redresser, qui augmentent la charge sur le fonctionnement du disque. Ce sont ces professions qui sont exposées. Les informaticiens, par exemple. Ils peuvent en faire, mais tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en faire. Et les obèses aussi? Alors, le poids, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas la cause. Donc, vous trouverez des gens qui sont en surpoids ou en obésité, qui ne feront jamais de sciatique, et d'autres qui sont tout à fait minces et même qui sont en maigreur qui vont en faire. Donc, le poids, par contre, c'est un facteur aggravant, en ce sens, il y a plus de charge sur le disque. Et là, nous recommandons, quand c'est comme ça, chez ceux qui ont déclenché une sciatique ou une discale, s'ils ont beaucoup trop de poids, dans le traitement, nous recommandons aussi de maigrir. Est-ce qu'il y a des prédispositions héréditaires? Ça n'a pas encore été démontré, mais il y a des familles dans lesquelles surviennent le plus souvent des hernies discales et des sciatiques. Alors là, je voudrais parler d'une forme un peu particulière qui est très fréquente chez nous. Nous avons fait des études dans le service de rhumatologie et nous avons constaté que beaucoup de Congolais ont, enfin des Noirs en réalité, ont cette partie du disque, cette partie de la colonne vertébrale dans laquelle passent les nerfs, ou passe habituellement ce qu'on appelle la moelle. Cette partie chez nous est souvent un peu moins large. Nous disons que c'est un canal lombaire qui est constitutionnellement étroit. Donc ça veut dire que quand vous dépassez la quarantaine, la cinquantaine, du fait de l'âge et des modifications qui surviennent avec l'âge, on a des cheveux blancs, le ventre grossit un peu, on est moins performant, on court moins longtemps, moins vite. Le disque aussi, il se dégrade un peu. Et donc, il y a des conditions pour lesquelles ça va déclencher aussi des douleurs de sciatique, mais qui intéresseront plus les deux nerfs sciatiques, parce qu'il y a deux nerfs. Le nerf qui sort au niveau qu'on appelle L4, L5, et le nerf qui sort au niveau de la 5e vertèbre lombaire et de la première vertèbre du sacrum. Donc ça, c'est un syndrome qui est un peu particulier. Ça concerne plus souvent les mamans, qui vont se plaindre d'ailleurs en disant « j'ai mal au dos, mais j'ai les fesses qui paraissent lourdes et je ressens comme des fourmis dans les deux jambes quand je marche
au bout d'un moment donné, je dois m'arrêter. Et si je me penche un peu en avant, je me repose, la douleur disparaît, et quand je marche encore à nouveau, la douleur réapparaît. Ça veut dire que le canal il est étroit, et il y a une saillie du disque dans ce canal étroit qui favorisera le fait que plusieurs nerfs des deux côtés seront coincés et donneront ce qu'on appelle le syndrome du canal lombaire rétréci. Et comment y remédier? Alors, le traitement est le même que pour les sciatiques ou pour la hernie discale. Alors, il ne faut jamais s'affoler. Vous savez, il y a une partie de traitement qu'on appelle médicale et une partie chirurgicale où on opère. Sur 100 sciatiques, moins de 2 nécessiteront une opération. Qu'on ne se précipite jamais pour une chirurgie. On ne peut la faire que lorsqu'il apparaît une paralysie. C'est-à-dire que le nerf a été suffisamment coincé au point de ne plus commander le mouvement. Nous avons des tests, et quand c'est comme ça devient une urgence. Ici au Congo, nous savons le faire. Que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, nous avons maintenant des neurochirurgiens qui opèrent la hernie discale. Ils vont donc aller enlever la partie qui coince le nerf, qui fait c'est la hernie discale. Ils vont l'enlever. Lorsque cette paralysie apparaît, c'est vraiment une urgence. Il faut opérer dans les 2 à 3 jours. Sinon, il restera une séquelle. On ne pourra pas forcément récupérer. On va traîner la jambe après. Et donc, ça, c'est vraiment un fait de gravité qui veut quand même que chaque fois qu'on a une sciatique, il faut voir un personnel soignant, un infirmier ou un médecin qui va pouvoir savoir s'il y a une gravité ou pas. En dehors de cela, il ne faut jamais se presser. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 5 ans, ceux qui ont été opérés et ceux qui n'ont pas été opérés ont eu le même type de guérison. Donc, s'il n'y a pas de déficit, de faiblesse, de paralysie, aggravé parce que vous n'avez pas à retenir vos urines, vous ne sentez plus la jambe. Quand on la touche, vous ne sentez pas, là on opère. S'il n'y a pas ça, il faut traiter médicalement. Mais alors comment on fait? Quels sont les objectifs quand nous voulons traiter une sciatique? La première chose, c'est soulager. Il ne faut jamais laisser quelqu'un dans la douleur. Et elle ne doit pas se prolonger. Donc, il faut vraiment mettre les médicaments de la douleur. Quand on les met, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de prévenir les récidives, que ça ne revienne pas. En effet, lorsque le disque est détérioré, vous pouvez toujours, en soulevant une brique, en portant une brouette, en allant à la pêche ou en utilisant une pelle au champ, vous pouvez toujours avoir les mêmes courtes pour les mêmes effets initiatiques. Donc nous allons pouvoir prévenir la rechute et il y a des dispositions. Je propose tout d'abord qu'on parle peut-être du traitement médicamenteux. Il y a des médicaments de la douleur. Le premier d'entre eux, c'est le paracétamol. Il ne coûte pas cher. Le comprimé en générique est à 5 francs ou 10 francs. La plaquette est vendue dans les pharmacies, dans les centres de santé intégrés. Elle est donnée, souvent 10 comprimés reviennent à 100 francs. Il faut en prendre pour l'adulte 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, et même 2 avant de dormir. Ça, c'est pour soulager la douleur. Ça soulage la douleur, mais ça participe. Parce qu'en réalité, il faut que je vous explique. Lorsque le nerf est coincé, l'organisme va réagir. Notre organisme a des capacités de se réparer, vous le savez. Oui, mais quand vous souffrez, vous ne pensez pas à ça. Non, mais je vous explique alors. Ah. Souvent, les gens disent, ouais, ça va seulement calmer, mais on ne va pas vous laisser souffrir. Parce que l'organisme va se guérir, le nerf va cicatriser. Une fois que c'est coincé, ça va se décoincer aussi tout seul. Souvent, ça se coince au cours du mouvement, au cours de l'effort, et ça se décoince. Le fait qu'il y ait eu un contact fort, ça va créer une inflammation et la douleur va persister pendant quelques temps. Alors, une sciatique, elle évolue en moyenne autour de 1, 2, 3 semaines à 3 mois. Il ne faut pas se presser. Il ne faut pas mettre la médecine en échec. Sinon, on risque de changer de médicament au bout d'1, 2 jours ou de courir derrière de guérisseur en guérisseur, de prieur en prieur, de médecin en médecin pour rien. La première des choses, c'est de trouver le médicament qui soulage. Non, le premier, c'est le paracétamol. Mais il n'y a pas que le paracétamol. Lorsque la douleur est très forte, il y a des médicaments qui sont associés au paracétamol qui sont beaucoup plus efficaces. C'est des molécules, je donne les noms génériques, hein, le tramadol, ou le paracétamol et la codéine. C'est des médicaments qui sont vendus, qui ne coûtent pas très cher. On les prend à bonne dose et on ajoute à ça un anti-inflammatoire. Je vous ai dit qu'il y avait une inflammation locale.
qui n'est pas généralisé, qu'on ne retrouvera pas dans les tests du sang, mais qui va participer à l'expression de la douleur. On donnera un anti-inflammatoire à bonne dose, mais avec les précautions. À bonne dose, c'est combien? Ça dépend du genre d'anti-inflammatoire. Il y a plusieurs molécules. Hein. Ici, chez nous, au Congo... Il ne faut pas que les gens se mettent à prendre des anti-inflammatoires. Non, alors il ne faut pas faire de l'automédication. C'est vraiment dangereux. On ne doit pas se prescrire à soi un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est vraiment dangereux. Les catastrophes qui arrivent dans nos hôpitaux pour des gens qui ont pris des anti-inflammatoires dans les quartiers, dans les marchés, nous les connaissons, ça a même été recensé. Il y a une étude du professeur Déby qui a montré que la plupart des hémorragies, quand on saigne, étaient dues aux anti-inflammatoires qu'on achetait. Je ne dis pas le nom, mais c'est vraiment vendu ici. Mais il y a des molécules. Je peux donner les molécules les plus simples. Hein. Quand c'est dangereux, on ne peut pas donner le nom. Non, non, non. C'est-à-dire que vaut mieux que ce soit un soignant qui vous les prescrive. Parce qu'il va savoir que vous êtes à risque. Il y a des gens qui souffrent de l'estomac habituellement. Ça peut provoquer l'ulcère de l'estomac. Ça va provoquer l'ulcère de l'estomac. Ça peut perforer l'estomac et vous pouvez mourir. Oui. Ça va faire des saignements et vous pouvez saigner à l'intérieur. Et donc ça ne se voit pas. Ce sont des anti-inflammatoires qu'on trouve dans les marchés. Bien sûr. Et vous connaissez les noms? Bien sûr. Je peux donner 3 ou 4 molécules. Mais oui, donner quand même. Alors, ce n'est pas pour que chacun aille demain voir son pharmacien et se les procurer. Il y a le diclofénac, c'est le plus simple. Comprimé à 50 mg. Et là, on donnera un le matin, un à midi, un le soir. Et il y a le kétoprophène qu'on donne ou en une prise matin et le soir ou en 3 prises dans la journée. Bon, il y a le naproxène. Bon, il y en a d'autres qui ne coûtent pas cher du tout, qui sont dans la liste des médicaments essentiels du Congo, qui doivent être rendus disponibles dans la pharmacie sanitaire publique et qu'on peut donner. Alors, avec des précautions. Pour ceux qui ont des douleurs de l'estomac, ceux qui ont eu des ulcères, on ajoute un produit qu'on appelle inhibiteur de la pompe à protons. En fait, ce produit empêche l'hyperacidité de l'estomac, ça empêche la sécrétion de substances qui peuvent nuire l'estomac. Enfin, c'est un langage plutôt simple hein, pour dire que ça protège l'estomac. On les prendra, ces médicaments, généralement le soir. C'est l'oméprazole, ça ne coûte pas cher, c'est génériqué. On le prend le soir. Donc, ce sont ces 2 groupes de médicaments, ceux de la douleur et ceux de l'anti-inflammatoire. Encore pour ceux de la douleur, lorsqu'elle est très importante, nous avons une échelle. Nous stadifions, hein, nous faisons une cotation de la douleur entre 0 et 10. On demande à quelqu'un, 10 c'est le degré de la douleur insupportable, inimaginable. Là, c'est l'opération. Non, justement. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous quel est votre degré de douleur entre 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais lui, il va évaluer comment le malade... Mais par rapport à son ressenti. Ah ben c'est vous qui évaluez alors? Non, c'est le malade qui s'auto-évalue, qui nous dit, on lui explique, 0, ce n'est pas de douleur du tout. Oui, 0, il est bien, ouais. Vous êtes bien. 10, c'est la douleur insupportable, inimaginable, intolérable. Donc, votre degré de douleur, votre intensité, vous nous la donnez en chiffres entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. Ou on peut simplement dire, comment vous ressentez votre douleur? Est-ce que vous la sentez légère, modérée, forte ou insupportable? Lorsque nous évaluerons au-dessus de 6, sur l'échelle de 0 à 10, nous prescrirons, lorsque nous avons la morphine, parce que ça va soulager la douleur rapidement. Ouais, la morphine, on ne l'a pas comme ça facilement? Dans les hôpitaux, normalement, on doit les avoir. Et même, normalement, les officines devraient pouvoir l'avoir. Oui, mais ce n'est pas accessible au grand public. C'est des médecins qui doivent prescrire cela oui. Pour les grandes douleurs, mais c'est une médication qu'il faut connaître et pour laquelle il faut faire un plaidoyer pour que l'institution arrive à pouvoir s'en approprier, les commander pour les mettre à disposition des médecins. Donc, mais en dehors de ces 2 produits-là, qui sont les antidouleurs et les anti-inflammatoires, comme on se bloque, il y a une contracture des muscles, on peut donner des médicaments qui vont amener le muscle à se détendre. On les appelle des myorelaxants. Alors là, il faut faire très attention. Très attention à l'escroquerie. Il y a une famille de médicaments qui détendent le muscle. Ce sont des médicaments qui, à petite dose, vont vous tranquilliser, vont détendre le muscle, mais qui, à forte dose, vont vous endormir. C'est la famille des benzodiazépines. En dehors de cela, le reste, c'est de l'escroquerie. Il ne faut pas du tout les prescrire.
je ne dis pas les noms, les soignants savent. Donc il faut voir le médecin. Oui, le soignant. Il n'y a pas de médecin partout, mais l'infirmier qui a été formé correctement, qui s'est actualisé, sait. Alors, il y a d'autres médicaments, c'est l'occasion d'en parler, qui sont prescrits dans la ville, hein, au Congo. Nous avons fait des études qu'on a publiées dans les annales de l'université Mariangouabi. On en a parlé à plusieurs occasions. Des médicaments qui sont très très vendus, mais qui n'ont aucune efficacité sur la sciatique. C'est lesquels? Je peux les citer pour ceux-là, oui, mais parce que je ferai œuvre utile dans sa tête publique. Oui, parce que le principe B. La vitamine B n'a pas de propriété antidouleur. Ce n'est pas démontré. Le produit le plus prescrit en ce moment, c'est le Nucleos MP. Ça, c'est l'objet d'une escroquerie. Je peux le dire publiquement. On peut demander de prouver que ce médicament est efficace dans la sciatique. Il n'y a pas de preuve. Par contre, les gens le prescrivent souvent. D'autres médicaments comme l'Uteplex, Atepaden, Magné-B6, le calcium, c'est des produits qui sont beaucoup prescrits, qui coûtent d'ailleurs beaucoup plus cher que le paracétamol, que l'anti-inflammatoire, et qui sont prescrits, qui ne servent à rien. Ces malades-là les prennent, d'ailleurs se rendent compte que ce n'est pas efficace et passent à autre chose. Donc ça c'est. Alors je voulais dire que donc il y a 3 grands groupes de médicaments, les antidouleurs, les anti-inflammatoires et quelquefois on est amené à prescrire les antidouleurs, les mieux relaxants pour détendre. Lorsque ces 3 médicaments de première ligne ne semblent pas efficaces, alors on amène la grosse artillerie ou alors on amène on amène une autre force. On peut utiliser des anti-inflammatoires un peu particuliers qui sont beaucoup plus forts, qu'on appelle les corticoïdes. Cela nécessite aussi des précautions parce que celui qui est hypertendu peut voir sa tension monter, risque d'AVC. Celui qui est diabétique, sa glycémie va monter, risque de coma diabétique. Celui qui a une infection au même moment urinaire peut s'aggraver. Donc, c'est un médicament qu'on ne prescrit pas n'importe comment. Mais lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, ce sont des médicaments qui sont très efficaces. On peut les prescrire comme ça en comprimé. Ou alors, le plus souvent, il y a une technique qu'on appelle les infiltrations. On met des produits dans la seringue et je peux alors vous montrer en tournant comme ceci. Alors, en tournant cette maquette, il y a entre le sacrum, et la dernière vertèbre un petit orifice. La nature est merveilleuse. Hein? Et nous arrivons avec une aiguille à venir mettre le médicament par là, qui va venir pratiquement au contact du nerf et lever l'inflammation, lever la douleur. Ah, c'est ça les infiltrations. C'est ce qu'on appelle les infiltrations. Ah, voilà. Okay. Les infiltrations. Voilà. Donc, mais on en fait 1, 2, 3. On peut la faire une tous les 2 ou 3 jours, une fois par semaine. Mais c'est aussi une affaire de médecins compétents. Absolument. Oui. Ça ne se fait pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il y a des précautions qu'il faut prendre. Il faut d'abord faire une radio et puis être sûr qu'il n'y a pas une infection dans les urines, être sûr que le cœur ne pose aucun problème, que la tension n'est pas trop élevée. Et on injecte les corticoïdes avec un anesthésique local, la xylocaïne, on mélange, on injecte. Et généralement, c'est assez rapide et efficace. Et on autorise combien d'infiltrations dans l'année? Il n'y a pas de consensus dessus. En réalité, qu'est-ce qui est conseillé? En réalité, comme ce sont des corticoïdes, il ne faut jamais en faire un usage large incontrôlé. Il faut les utiliser chaque fois que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en seconde ligne, après l'échec des 3 premiers groupes de médicaments que je vous ai explicités, la règle, bon, en tout cas, la pratique plutôt que la règle veut qu'on en fasse 3. 3. Dans l'année, on a droit à 3. En moyenne, 3. Mais on peut faire plus s'il le faut, hein, mais rarement au-delà, parce que sinon, les corticoïdes vont faire grossir la personne, vont monter la tension, peuvent donner le diabète, donc on est vraiment très très prudent. Et lorsque on dépasse le chiffre de 3, on se pose la question. Parce que si la douleur de la sciatique, qui est due à la hernie discale, persiste au-delà de 8 semaines, de 2 mois, elle ne diminue pas du tout, elle est restée telle qu'elle est, dans ce cas, on va se poser la question de la solution chirurgicale. Même s'il n'y a pas de paralysie, là, alors nous allons faire ou le scanner ou l'IRM que nous avons maintenant à Brazzaville
et à Pointe-Noire, ou alors un autre examen qu'on appelle sacro-radiculographie. Ce sont ces examens qui vont montrer le niveau où le nerf est coincé. Ça va montrer le disque qui fait hernie, et le neurochirurgien ou le chirurgien orthopédiste qui sait le faire va aller opérer dans ce cas, mais pas avant 2 à 3 mois. Mais par contre, si, quand on soigne, la douleur est en train de diminuer progressivement, on s'abstient. Il vaut mieux être prudent, renforcer les médicaments de la douleur et attendre que ça se passe jusqu'à même 2 à 3 mois. J'ai une question d'un internaute. Lui, il dit ceci. J'ai été opéré il y a 6 mois, mais malheureusement, je continue à avoir mal. Y a-t-il quelque chose à faire d'autre? Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut d'abord savoir que le plus souvent, les gens qui vont faire la sciatique ont une douleur dans le bas du dos, la lombalgie comme on dit, le mal du dos, que certains appellent par écart de langage le mal de rein. C'est le mal du dos. Ah oui, j'ai mal au rein. Oui, c'est le mal du dos. Donc, ce mal du dos, ce n'est pas le nerf qui est coincé. C'est le disque qui n'est pas bien, le plus souvent, et les structures qui sont derrière, qui ont maintenant trop de charge et qui font mal. Si vous avez une lombalgie et la sciatique, si on opère, on va lever la compression sur le nerf sciatique, donc on va guérir la sciatique. Mais dans un tiers des cas, la douleur lombaire va persister. Parce que l'opération n'aura pas eu pour objectif d'aller supprimer la douleur du dos, mais plutôt de supprimer la douleur de la sciatique. Mais en règle générale, et cela, il faut le savoir, vous ne trouverez personne, jamais personne, qui aura eu toute sa vie mal au dos. Ça guérit toujours. L'organisme trouve des solutions d'adaptation pour que la douleur, à un moment donné, même si c'est au bout de quelques mois ou années, ou au bout de plusieurs épisodes, à la fin, on finit par ne plus avoir mal parce qu'il y a une sorte de cicatrisation qui va se faire. Et j'ai une autre question. Donc, j'ai 2 hernies discales et je prends des anticoagulants. Je n'ai pas beaucoup de solutions médicamenteuses. Alors, dois-je essayer la gym, l'ostéo ou l'acupuncture? Bon, il faut d'abord savoir que les anticoagulants ne sont pas prescrits comme cela. C'est assez spécifique. Il y a des maladies comme la phlébite pour laquelle on peut prendre des anticoagulants pendant un certain temps. Et puis, lorsque le médecin le juge possible, on va arrêter l'anticoagulation. Et dans ce cas, on peut faire le traitement comme je l'ai expliqué. Mais si on doit prendre l'anticoagulant à vie, il y a des médicaments qu'on ne peut pas recevoir en effet. Mais je vous ai dit que la sciatique, elle évolue en moyenne sur entre 3 semaines et 3 mois. Elle va guérir. Ce qu'il faudra faire par contre, c'est éviter les rechutes, les récidives. Et ça, il faudra qu'on en parle tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont ces anticoagulants, il y a d'autres médicaments qu'on peut donner. On peut donner des corticoïdes pendant quelques temps, jusqu'à 7 jours, sous surveillance. On donne les médicaments de la douleur. Et puis, il y a des techniques de traitement dont il convient de parler, qu'on appelle la rééducation de la médecine physique. Donc, les massages, tout ça. Alors, justement, la sciatique ou le mal du dos ne se résume pas au massage. Ah, mais parce que les gens se font masser. Oui. Alors, écoutez, parce que la douleur de la sciatique, c'est une douleur neurogène, en fait. Oui, c'est une douleur... Est-ce que ça peut être soulagé avec les massages? En réalité, les massages viennent soulager la douleur qui est dans le dos. Ça ne sert à rien quand vous avez une sciatique de masser la jambe, la cuisse qui vous fait mal. C'est ce qu'on voit souvent. On vous met des choses, on fait des scarifications le long de partout, vous avez la douleur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut masser le dos lorsqu'il est contracté pour les décontracter. Le massage soulage un peu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour la rééducation de la kinésithérapie, c'est de prévenir les récidives. C'est-à-dire, je pense que là, il y a vous avez filmé les kinésithérapeutes, je pense, oui, qui vont montrer qu'on va apprendre à la personne à aménager son dos, à économiser son dos, à ne pas l'utiliser n'importe comment. La personne devient comme quelqu'un qui a une voiture avec des amortisseurs qui ne marchent pas. Quand c'est comme ça, si on ne peut pas changer les amortisseurs, on n'a pas d'argent ou ça ne se trouve pas sur la place,
on évitera les routes, il y a des trous. Si par contre dans la route il y a un trou, alors vous allez contourner. Si le trou est de part en part, et vous allez ralentir, rentrer dans le tout doucement et puis repartir. Sinon vous allez avoir le choc et avoir le ressenti dans votre voiture. C'est pareil avec l'amortisseur de dos. Nous n'avons pas encore trouvé en médecine de substitut. On est en train de faire des études pour des prothèses, pour remplacer cet amortisseur. On n'y arrive pas encore. Je pense que d'ici 20 à 25 ans, ce sera peut-être possible parce qu'il y a des essais qui ont déjà été faits chez les animaux, mais on n'en est pas encore à le faire à grande échelle chez l'homme. Donc lorsque on ne peut pas remplacer cet amortisseur, on va vous apprendre à vivre avec. Et on peut avoir une qualité de vie convenable avec un amortisseur dans le dos qui ne marche pas bien. Il y a des précautions, il ne faut pas se lever n'importe comment, il ne faut pas se courber pour se lever, il faut s'accroupir, s'asseoir, se lever. Il vaut mieux se laver en position assise ou debout plutôt qu'en position accroupie et penchée en avant. Bah, c'est difficile de se laver debout quand on utilise un seau. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont des douches modernes. Hein. Non, c'est parce que la maman qui utilise un seau est obligée de s'accroupir. Non, c'est parce que nous n'avons pas encore maîtrisé et vulgarisé les techniques. Vous savez qu'ailleurs, on peut surélever l'eau. Mais la personne, d'accord, mais la personne qui se lave avec un seau, à l'aide d'un seau, elle fait comment? Non, mais elle s'assoit. Elle s'assoit sur une chaise. Elle s'assoit sur une chaise. Mais il faudrait arriver à faire comme ailleurs, avoir des rétentions d'eau en hauteur. Il pleut beaucoup chez nous. Oui, ça c'est notre problème. Oui, donc on peut stocker l'eau en hauteur, ça s'est fait ailleurs, et puis pouvoir l'utiliser en position debout. Qu'à cela ne tienne, si c'est des seaux, des comptines, mais il faut s'asseoir. Bon, alors, que dites-vous à une personne qui a mal au dos et qui demande à son proche de lui monter sur le dos pour soulager la douleur? Parce que ça arrive souvent. Hein. Oui, ce sont des méthodes empiriques. Moi j'ai déjà pratiqué. Oui, ce sont des méthodes empiriques. Il y a des moments qui viennent dire, mais je demande aux enfants de me piétiner sur le dos. Oui, en fait, généralement, c'est un vrai défilé de mode. Non, mais en fait, heureusement que ce n'est pas trop de poids. C'est la pression qu'on fait sur le muscle qui ressemble à une sorte de massage, c'est tout. En fait, il faut demander à un enfant, pas à une grande personne. Parce qu'une grande personne, ça va être oui, bien sûr. La catastrophe. Hein. C'est évident. C'est évident. Mais qu'on ne perde pas son temps à se faire masser inutilement. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas... Il faut vivre son temps. Il faut vivre son temps. Vous savez, la médecine actuelle, elle est fondée sur des preuves. Et c'est l'accumulation des connaissances depuis que l'homme est l'homme. Donc, je parlerai des ventouses qu'on fait souvent ou des scarifications. Vous savez que toutes les sociétés, à un moment donné ou à un autre, en ont pratiqué. Nous les pratiquons encore, alors que c'est très peu efficace, c'est connu. Il y a encore de plus efficace. C'est comme si nous attardions à continuer à transmettre l'information par le tam-tam traditionnel, alors que nous avons le téléphone maintenant. Utilisons ce qui marche. Les ventouses ne servent à rien. Les autres les ont abandonnés au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Oui, mais il y en a que ça soulage. Est-ce que c'est un effet placebo? Alors, justement, c'est l'occasion de le dire, il y a deux choses. Vous pouvez avoir une maladie, vous allez guérir naturellement le plus souvent. Et lorsque quelqu'un va faire quelque chose, vous allez croire que c'est cette chose qui va vous guérir. Alors que c'est la maladie qui va guérir naturellement. Je vous ai dit que la sciatique, par une discale, va guérir naturellement en 3 semaines à 3 mois. Si vous supportez la douleur, ou si elle n'est pas très forte, au bout de quelques temps, elle va disparaître même sans traitement. Une sciatique, généralement, c'est difficile de supporter la douleur. Hein. Ça dépend. Il y en a Quand on a souffert d'une sciatique, on sait ce que c'est. Hein. Lorsqu'elle est très intense. Mais il y a beaucoup de formes qui sont minimes et ça n'empêche pas aux gens de travailler, de vivre. Ils prennent un peu de médicaments de temps en temps et puis ça passe. Nous voyons celles qui sont intenses, c'est celles-là dont nous parlons le plus souvent. Oui. Mais donc il y a le fait qu'une maladie peut évoluer naturellement. Et donc quelqu'un qui va vous masser va dire que c'est lui qui vous a guéri, ou c'est scarification, alors que c'est l'évolution naturelle. Premièrement. Deuxièmement, on peut vous appliquer quelque chose qui n'a pas d'effet en réalité, mais le fait de savoir que j'ai pris quelque chose, c'est l'effet placebo, va soulager quelques-uns. Ça arrive pour les maladies qui évoluent naturellement. Et puis il y a un autre effet, le fait d'être simplement conscient que les gens s'occupent de ma santé. Il vous arrive quelquefois d'aller à l'hôpital et vous avez l'impression que la douleur disparaît.
C'est ce qui arrive souvent lorsque vous prenez quelqu'un qui a une sciatique. Vous allez la mettre chez un groupe de prière. La personne va moralement être dans de bonnes prédispositions et va avoir l'impression, et même être soulagée, au moins partiellement. C'est un effet qui est scientifiquement connu et démontré. Avec la sciatique. Avec quelle maladie? J'ai une cousine qui a souffert d'une sciatique, qui s'est retrouvée effectivement dans un groupe de prière, dans un quartier, je ne citerai pas le quartier. Ben, elle est ressortie avec la sciatique, hein. Elle souffrait autant. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors cet effet est inconstant, il est vraiment mineur. Donc c'est pareil quand vous venez à l'hôpital, si on ne vous soigne pas comme il se doit, vous allez avoir l'impression que vous êtes bien pendant un moment donné, mais en fait la maladie va revenir. Voilà. Peut-on approuver scientifiquement le traitement de la sciatique par les méthodes traditionnelles? Je vais en parler. En fait, le problème c'est que nous ne pouvons pas, nous dans la médecine que nous pratiquons actuellement, qu'on appelle moderne, nous n'avons pas l'exclusivité de la guérison. Nous avons cette humilité, cette modestie, parce que nous réalisons nous-mêmes que nous ne savions pas grand-chose auparavant et qu'il reste beaucoup de choses à apprendre. Donc on ne peut pas rejeter. Par contre, ce que nous faisons, nous l'avons mis à l'échelle des preuves pour être sûr que c'est vraiment efficace. Le problème avec la médecine traditionnelle, c'est que nous n'avons pas beaucoup de passerelles pour que nous puissions ensemble vérifier que ce produit est efficace. Parce que la médecine actuelle, ce ne sont pas des témoignages. Les témoignages se font dans le quartier, dans certaines églises. Mais nous, on ne peut pas vivre, on ne peut pas soigner les gens sur la base de témoignages. Si vous me racontez que telle personne dans tel quartier donne telle potion et ça guérit, pour moi, ça reste un témoignage. Ce que je souhaiterais, c'est que cette potion soit prise, emmenée à la recherche scientifique. Nous avons des centres de recherche, on a des pharmacologues, des toxicologues, qui, avec leurs confrères des pays européens ou des laboratoires mieux sophistiqués, plus équipés, vont chercher à déterminer la substance qui est active. Après tout, il faut savoir que les médicaments que nous utilisons viennent de la nature habituellement, des plantes. Ce n'est qu'après qu'on arrive à les synthétiser. La recherche scientifique, c'est le ministre Itoile, qui est un téléspectateur avisé de l'émission Carrefour. Non, c'est une affaire de toute personne. Non, je parle de la recherche scientifique. Oui, mais c'est tout le gouvernement, pas seulement la recherche scientifique. Oui, mais il y a un département ministériel qui est chargé, selon la loi de programmation et d'orientation, de s'en occuper. Professeur, je suis enceinte, j'ai mal au dos, j'ai des symptômes de sciatique. Est-ce normal? Habituellement, la grossesse ne provoque pas de sciatique. Mais elle ressent comme une sciatique. Ça veut dire que cette personne avait auparavant un dos un peu fragile. Ah, oui, la sciatique peut survenir, c'est une femme qui est enceinte, ça c'est normal. Mais il ne faut pas faire de lien entre la grossesse et la sciatique. On peut avoir mal au dos, surtout quand on est proche de l'accouchement. Ce sont des douleurs qui sont connues, mais ce ne sont pas des douleurs de sciatique. Mais on les prend en charge aussi. Okay. Il y a des médicaments qu'on ne donne pas chez la femme enceinte, mais il y a d'autres médicaments qu'on peut donner pour permettre à la femme d'être soulagée. Vous soignez tous les jours? Tous les jours. Les sciatiques? Tout à fait. Vous n'en avez jamais souffert? Si, j'en ai souffert. Ah, oui, j'ai même eu déjà une infiltration. J'ai déjà porté la ceinture lombaire, qu'on appelle le corset. Et c'est conseillé, la ceinture lombaire, ça a des effets? Oui, ça a des effets. Ça a des effets, c'est-à-dire que ça diminue d'un quart la charge de fonctionnement du disque intervertébral. Mais ce n'est pas conseillé de la porter régulièrement? Si. Donc il faut l'avoir en permanence? Lorsqu'on vous la prescrit, il faut la porter régulièrement la journée, surtout quand vous êtes assis, quand vous faites des activités, et vous l'enlevez le soir pour dormir. Ah, d'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous réitère mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à vous, chers téléspectateurs. Je n'oublie pas le président du Sénat, le vénérable Obami Itou, et nos amis de la Trance à la DGSP, les amis de l'ISANO. Voilà, c'est dit. Donc retenez bien, notre rendez-vous hebdomadaire, c'est tous les samedis à 19h sur Télé Congo. Au revoir et à bientôt. Merci, professeur. Je vous remercie.